C'est parti. Alors, chaleureuse salutation à vous qui me suivez. Chaleureuse salutation. Je remercie infiniment Marie-Laure Rosas, conceptrice de ce projet et médiatrice culturelle. Donc, c'est grâce à elle que vous avez cette présentation aujourd'hui. On y va. Le retour aux sources en temps de pandémie, tel est le thème de mon partage. C'est beaucoup plus un partage. Alors, avant de commencer, faisons toujours la gratitude et la reconnaissance. Le territoire sur lequel je suis présentement située est la terre ancestrale non cédée des Anishinaabe Algonquins. Donc, on leur dit Chimigwesh, Chimigwesh, Chimigwesh. C'est-à-dire merci. On est reconnaissant que nous sommes sur leur terre et on les remercie énormément pour l'hospitalité et la protection aussi de leurs guides. Hein? Gratitude et reconnaissance aussi à nos ancêtres méritants parce qu'ils ont aligné les synchronicités. Ce que j'appelle synchronicité, c'est que je suis convaincue que ce partage va toucher des personnes qui se posaient des questions ou alors va résonner, va faire du sens à certaines personnes qui vont se retrouver dans ce que je vais dire, ce que je vais partager. Voilà, donc c'est pour ça que je suis reconnaissante à nos ancêtres qui ont aligné ces synchronicités. Et enfin, merci aussi à nous d'avoir pris le chemin du retour vers nous-mêmes, de répondre à l'appel de nos Aku, c'est-à-dire nos ancêtres. On peut véritablement commencer maintenant. Donc, je crois que je peux couper la caméra. On y va. Qui je suis? Alors, je suis Imaru Omanda Kuruma. Et d'ailleurs, Omanda, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, ils doivent se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On entendait souvent Amanda et pourquoi on est maintenant passé à Omanda? En fait, avant la prise de conscience, j'étais à l'aise qu'on m'appelle Amanda parce que mon nom authentique, mon véritable prénom, c'est Omanda. C'est dans la langue nyambwa. Mais, c'est-à-dire francisé, on dit simplement Amanda et j'étais simplement à l'aise donc d'utiliser. Je trouvais ça, c'est facile aussi pour les gens de prononcer Amanda. Donc, j'étais à l'aise qu'on m'appelle Amanda. Mais suite au retour aux sources, j'insiste beaucoup pour qu'on puisse utiliser alors mon prénom dans sa forme authentique, dans sa forme originelle, qui est Amanda. Donc, voilà l'histoire pour ceux qui me connaissent et qui se posent la question, pourquoi on est passé plusieurs personnes l'appellent maintenant Amanda? Eh bien, c'est parce que on m'appelle dans la langue, tout simplement. Je viens alors de lignée ancestrale Akan, Nyambwa, Mandé et Kin. C'est beaucoup, mais je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante d'avoir autant de lignées ancestrales. Les Akans, les Nyambwa, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit on les retrouve dans l'actuel territoire appelé Côte d'Ivoire. Et aussi les Mandés. Les Mandés sont présents dans plusieurs territoires, en fait, puisque vous savez, dans l'histoire, l'empire donc mandingue a été morcelé. Donc, du coup, aujourd'hui, les Mandés se retrouvent autant en Gambie, en Guinée, Sénégal, donc tous ces territoires-là, ces nouveaux enclos qui ont été morcelés. Okay? Et enfin, les Kin, ça, ce sont des peuples qu'on retrouve sur le territoire vietnamien. Donc oui, j'ai aussi des lignées ancestrales vietnamiennes. Je suis Abou de Bast Sekhmet. Abou, c'est-à-dire guérisseur, guérisseuse. Je vais un peu expliquer ici, c'est-à-dire quand on est guérisseur, guérisseuse dans la tradition, on va toujours collaborer, travailler avec des esprits. Ici, on va dire plutôt littéraux, puisqu'on est dans la tradition kémétique. Alors, on va dire Abou, donc Abou, une guérisseuse qui collabore avec les esprits, donc c'est Bas Sekhmet. Je suis enseignante en soins énergétiques, maître enseignante, parce que je peux aussi enseigner aux autres comment faire, comment se soigner énergétiquement. Intuitif inné, oui, je suis donc née avec l'intuition, mais surtout dans l'enfance, c'était
beaucoup la clairsentience qui était très, 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 très présente. Je vous expliquerai un peu plus tard. Je suis aussi maman, donc maman d'un garçon, mais aussi maman, donc maman biologique d'un garçon, mais maman, je vais dire, j'ai adopté aussi plusieurs autres. En fait, maman au terme Ubuntu, hein, c'est que les enfants de mes amis sont aussi considérés comme mes enfants. Voilà. Je suis aussi chercheur. La thérapie alimentaire me passionne énormément. Toutes les recettes ancestrales, tout ce qui est naturel, organique, évidemment, je me passionne pour ça. En tout cas, je pourrais faire toute une présentation, mais là n'est pas le but aujourd'hui. En dernier, je me présente aussi comme auteur. J'espère que ça va venir, c'est pour décembre 2021. Il y a des ouvrages depuis très longtemps, très, très, très longtemps qui sont en train d'être écrits et j'ai hâte que ça soit enfin sorti. Alors, on va faire un peu de terminologie et un peu de contexte parce que je sais que le retour aux sources, c'est large et en fait, je veux situer d'ailleurs le retour aux sources. Dans ma présentation, vous allez voir, je parle beaucoup du retour aux sources au niveau de la tradition, donc ça dit la spiritualité et aussi aux cheveux naturels, le rapport avec notre cheveu. Parce qu'on pourrait parler du retour aux sources même au niveau de comment s'alimenter, on pourrait parler de retour aux sources au niveau de l'agriculture, donc c'est très large. Faisons ici un peu de contexte. Donc, je vais utiliser beaucoup les termes endogènes. Et les termes endogènes, c'est-à-dire, je utilise le Médounéter, qui est la langue sacrée pharaonique, toujours vivante. Hein? Alors, quand je vais dire les Kemtu, il s'agit des Noirs. OK? Mais quand je parle des Kemtu, c'est avec la conception ici d'une culture commune. Pourquoi? Eh bien, parce que je viens de l'école de la Renaissance. Alors, enfant de Cheikh Anta Diop, et on arrive à la conclusion, donc si on parle de Renaissance ici, c'est que nous sommes d'accord que les Kemtu ont développé différentes cultures, certes, mais c'est le peuple qui présente vraiment beaucoup de similitudes, pardon. Alors, on arrive à la conclusion que nous avons vraiment une culture commune, car il y a beaucoup de similitudes. Donc, voilà ici mon contexte. Alors, si je dis aussi Kem, il s'agit des Noirs. Et aussi, si je dis Kem, c'est une façon aussi de faire un retour aux sources, de se réapproprier le terme, en fait, naturel, hein, de ce que nous sommes. Et quand je dis Kem, un Guadeloupéen est un Kem. Et quand je dis Kem, un Haïtien est un Kem. Quand je dis Kem, quelqu'un du Ouganda est un Kem. Et c'est beaucoup plus authentique, en fait, d'utiliser un terme endogène comme ça. On peut aussi dire Farafine, on peut aussi dire Muntu. Alors, si je dis Aku, il s'agit des ancêtres, c'est aussi dans la langue sacrée pharaonique. Si je dis Neteru, il s'agit des esprits. Si je dis Abou, c'est guérisseur, je l'ai mentionné tout à l'heure. J'espère que vous me suivez toujours. Alors là, j'ai envie de définir un peu le retour aux sources ici. Retour aux sources, pour parler de retour aux sources, il faut qu'il y ait eu réalisation, il faut qu'il y ait eu prise de conscience. Donc, on connaît l'histoire et on sait qu'avec la domination culturelle qu'a subi les Kemtu, il s'est passé que nous avons carrément changé un peu de notre vision de comment est-ce qu'on voit le monde, comment est-ce qu'on a un rapport avec nous-mêmes. Et du coup, on a pendant longtemps utilisé le paradigme qui n'est pas approprié pour comprendre qui nous sommes. Et évidemment, ce que ça fait, c'est que ça mène beaucoup à l'impasse. Je sais que actuellement, beaucoup de personnes sont à cette réalisation-là, de voir qu'il y a toujours des problèmes. On ne se comprend pas lorsqu'on utilise le paradigme non approprié. Voilà pourquoi je parle de réalisation, de prise de conscience. Donc, il s'agit pour nous en tant que groupe, mais aussi pour nous en tant qu'individus, de prendre conscience qu'on utilisait un paradigme que j'appelle paradigme artificiel. Donc, je l'oppose toujours au paradigme authentique, c'est-à-dire la vision du monde propre à nous-mêmes.
De faire le retour aux sources, c'est vraiment de faire un retour vers soi et aussi à ce qui est original. Et cela nous permet vraiment de nous connaître, en fait. Parlons de mon expérience. Je vais essayer d'être, on pourrait écouter mon expérience du retour aux sources, c'est très large. On pourrait même, comment dirais-je, faire, ça pourrait être très long, mais j'ai essayé de synthétiser ici. Alors, il y a différentes étapes dans mon retour aux sources. La première, je dois mentionner quand même mon enfance, puisque j'ai toujours eu une connexion naturelle avec les sources. Donc, c'est-à-dire une connexion naturelle avec les nétéros, avec les esprits, mais que je ne comprenais pas. Je n'avais vraiment pas, en fait, dans mon enfance, je n'avais pas les outils, je n'avais pas les informations pour comprendre, en fait, ce que je vivais. Alors, du coup, pour moi, il s'agissait d'expériences paranormales que je vivais. Je n'arrivais pas à le comprendre. Tant que je n'avais pas encore fait ce retour aux sources, je n'avais pas, en fait, les explications, en fait, ou bien les enseignements pour m'expliquer quelles étaient les expériences que je vivais à travers certains rêves prémonitoires ou bien vraiment le fait de connecter avec des nétérous, en fait. Donc, ce que ça a donné, le fait de ne pas avoir les réponses claires, ça a donné ce que j'appelle des connexions intentionnelles lorsque j'étais adolescente. Et puis aussi, de toutes les manières, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous opérons tellement avec un paradigme qui ne nous permet pas de nous comprendre. L'entourage, tout ça, alors me déconseillait. Donc, lorsque je partageais mes expériences, on m'a beaucoup déconseillé. On m'a souvent dit de même, en fait, refuser en fait cela, ces dons que j'avais. Et donc, du coup, ça a mené au fait que j'ai voulu intentionnellement donc me déconnecter de tout ce que je vivais. Donc, cette clairsentience que j'avais et même la clairvoyance aussi, ça a été pendant l'adolescence de le refuser, de finalement essayer de repousser tout ça. OK? Cependant, une fois arrivée au Canada pour mes études, je vis un choc culturel, n'est-ce pas? Le choc culturel, c'est ça qui m'a permis, en fait, finalement, de me mettre sur le chemin du retour aux sources parce que lorsque j'arrive au Canada, le choc culturel que je vis fait en sorte que je réalise que tout ce dont je voulais me déconnecter n'était pas finalement mauvais parce que j'avais eu l'éducation selon laquelle tout ce qui est de ma tradition est mauvais et que nous devons tout faire pour embrasser plutôt tout ce qui ressemble à la tradition plutôt plus occidentale et tout ça. Mais donc, j'arrive ici et je réalise que, tiens, mais les valeurs dont je viens ne sont pas nécessairement mauvaises parce que je me retrouve, je vis par exemple la solitude. Donc, je me dis, mais finalement, c'était bien le collectivisme. Je re-questionne en tout cas beaucoup, beaucoup. Ça, le choc culturel m'a fait questionner beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et j'ai encore une fois ramené des questions. J'ai commencé à me poser plusieurs questions. Et ce qui était bien, c'est que j'ai fait, pendant que je faisais mon bac en communication à l'université d'Ottawa, il y a eu plusieurs cours de psychologie sociale où je me suis dit, mais tiens, je peux profiter de ces cours pour commencer à explorer des questions. Et c'est là où je découvre alors Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas? Curieusement, j'aurais dû entendre parler de Cheikh Anta Diop lorsque j'étais sur le continent africain, mais c'est ici au Canada. Bien sûr, je crois que j'ai entendu parler, mais ce n'était pas avec autant d'impact que lorsque je l'ai finalement redécouvert en fait, étant au Canada. Donc, du coup, on va, comme je dis, c'est une longue et belle histoire. Mais je décide donc la, de, de faire un coming out à travers le vêtement. Donc, de me présenter parce que là, je réalise que, mais tiens, tout ce que j'ai voulu fuir, tout ce que j'ai voulu me déconnecter n'était pas nécessairement mauvais. Il va falloir donc se réapproprier tout ça. Car ce n'est pas nécessairement mauvais. Et il y avait aussi la grande nostalgie aussi du continent.
Donc, j'ai décidé de faire vraiment la promotion du vêtement donc, traditionnel. Comment est-ce qu'on peut le montrer comme un vecteur de l'identité? Alors, ça a été ça. Allons voir quelques slides. Me voilà ici, donc toute jeune, avec la clairsentience. Clairsentience, c'est lorsque on arrive de façon olfactive à ressentir on va dire certains parfums que les autres ne ressentent pas, mais qui ont une signification. Voilà, exemple, quand des personnes vont transitionner, c'est-à-dire vont mourir, il y avait ces odeurs de tout ce qu'on appelle résidus. C'est totalement normal, hein, des résidus astrales, et que j'arrivais à sentir. Donc, il y a plus d'exemples. Ici, c'est moi, donc promotion du vêtement vraiment à travers Kamit Mode, parce que je veux dire qu'on peut s'habiller sur un ton Kamit en tout temps. Je constate que ici, notre communauté est un peu timide. On veut tous en fait se vêtir à l'occidental, mais en faisant la promotion du vêtement ici, je suis en train de dire que on peut se vêtir sur un ton Kamit en toute occasion. Pourquoi? Parce que, comme je dis, déjà, je constate que notre communauté, on est très timide de se vêtir sous un ton Kamit, mais aussi, lorsque je me vêtissais sous un ton Kamit, très souvent, on me demandait, ah, il y a quelle occasion? Et j'ai voulu vraiment briser cela. Je me suis dit, mais non, si le vêtement pour moi est mon identité, je dois pouvoir, en toute occasion, me vêtir comme ça. Et c'est comme ça que j'ai été créative. Je me suis dit, mais tiens, pour aller au bureau, j'ai aussi donc travaillé dans le milieu du travail. Je trouvais des façons créatives d'être vêtue en fait sous un ton Kamit, donc sous un ton Kem, sous un ton qu'on dirait africain. Alors c'est ça, j'ai vraiment fait l'effort d'avoir la touche. Et quand je dis j'ai fait l'effort, ben je continue toujours de faire l'effort d'avoir une touche Kem sur moi. Donc, de ne pas attendre des occasions spéciales comme j'avais l'impression que c'est ce qui a été dicté, en fait, pour oser, en fait, se vêtir, se présenter en tant que Kem avec le vêtement. Donc, c'était ça, l'aventure Kamit Mode, qui n'est pas d'ailleurs terminée, hein, mais Kamit Mode, en ce moment, c'est vrai, connaît des pauses, mais on va aussi revenir très bientôt. Alors, par la suite, lorsque je fais donc la promotion, je fais ce coming out avec le vêtement, je fais aussi la prise de conscience parce que le retour aux sources, c'est aussi de réaliser que notre rapport avec notre cheveu est à changer. Parce que lorsqu'on on opère à 100% et puis on est vraiment influencé par le paradigme artificiel, on a eu l'éducation que notre cheveu est mauvais. Et donc, en proposant ici, à travers le projet Couronne de laine, je fais beaucoup la promotion. Donc, comme vous pouvez le voir avec le projet Couronne de laine, vous pouvez aller le voir sur la page Facebook. J'essaie de présenter ici des coiffures, en fait, proches des coiffures authentiques. Et je fais aussi la promotion de tout ce qui est l'esthétique capillaire ancestrale. Mon message ici est de dire d'accepter le cheveu naturel et de prendre soin, mais de ne pas être dépendant de tout ce qui dénature le cheveu naturel. Mais honnêtement, avec ça, je dois dire que je ne sentais pas l'expérience du retour aux sources complète parce que, comme je l'ai dit, après le choc culturel, je réalise que je m'étais éloignée, j'avais voulu déconnecter avec ce qui n'était pas mauvais. Donc, en même temps, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais tiens, donc même l'intuition et tout ça, il va falloir réapprendre en fait. Il va falloir réapprendre à l'écouter. Hein? Donc, pendant ce temps, il y avait tout ce cheminement aussi spirituel que je vivais, mais dont je ne partageais pas du tout. Avec le public, on entendait parler de Kamit Mode, du vêtement. Ça, ici, c'est à l'émission Quelle histoire? J'ai été invitée à Radio-Canada de Claudine Desrochers. Et je crois que vous pouvez reconnaître l'humoriste. Je suis en train d'oublier son nom, désolée. Mais Ginette, n'est-ce pas? C'est ça? Une humoriste connue que j'avais eu l'occasion d'être co-invitée.
Donc, comme je dis, à l'époque où je reprends le cheminement spirituel pour comprendre, j'ai vraiment la chance en ce moment de tomber sur des mentors qui vivent autant en Occident, ce qui m'a vraiment surpris, mais aussi j'ai eu des mentors qui vivent à Kama, donc sur le continent. Et donc, mais comme je dis ici, en ce moment, je ne fais que présenter le cheveu, je présente le vêtement et je présente aussi le cheveu. Mais je sens que ce n'est pas complet. Ce n'est pas complet parce qu'en 2015, lorsque je lance la gamme de produits pour prendre soin des cheveux, de produits naturels, et je fais des kiosques en fait à travers des événements, j'ai une petite déception lorsque j'échange beaucoup avec la clientèle, c'est que la majorité des gens qui me viennent avec la perception que leur cheveu est anormal. Il y a quelque chose à corriger avec nous. Alors, donc ça, je réalise que, mais tiens, mais c'est parce que justement, on opère avec le mauvais paradigme qu'on a aussi cette mauvaise perception de nous. Et donc, ici, je réalise il faut absolument parler de paradigme. Il faut vraiment aussi amener ce qui est au cœur du paradigme, c'est-à-dire la spiritualité. Donc, voilà pourquoi j'ai donc voulu maintenant faire le coming out, c'est-à-dire vraiment me présenter au public avec Kuruma Lab, qui est ce projet qui englobe finalement le tout. Kuruma Lab propose des cours de retour aux sources. Vraiment, on parle de la connaissance de soi parce que c'est le paradigme authentique qui nous permet la véritable connaissance de soi. Et là, c'est parce qu'il faut que les gens, une fois que les gens ont fait un retour aux sources, c'est là qu'ils trouvent nécessaire d'utiliser aussi les produits appropriés, par exemple, pour leurs cheveux, n'est-ce pas? Et aussi, lorsque le regard, en fait, a changé de notre cheveu, lorsqu'on se dit, mais tiens, ce n'est pas mon cheveu qui est anormal, j'ai plutôt désappris, en fait, à prendre soin de mon cheveu. Qu'on trouve important d'utiliser des produits, donc des recettes ancestrales. Voilà. Donc voilà, Kuruma Lab finalement est au cœur du retour aux sources. Dans les services que je propose, il y a évidemment la voyance sur différents supports parce que le paradigme doit intégrer différentes dimensions. Nous ne sommes pas que des êtres rationnels. Nous ne sommes pas que des êtres en fait matériels. Nous sommes aussi esprits, n'est-ce pas? Alors, ça peut être long, hein, mon parcours du retour aux sources là, ça peut être long, mais si je reviens ici, voilà, donc il y a eu l'enfance où la connexion a toujours été là, mais ensuite j'ai voulu me déconnecter en tant qu'adolescente, mais je remercie le choc culturel que j'ai vécu, le fait de venir au Canada, qui m'a permis de me poser les questions et d'opérer justement ce retour aux sources. Et enfin, le vêtement, et le cheveu, et finalement Kuruma Lab. Je crée Kuruma Lab pour parler justement de l'importance en fait du paradigme authentique et aussi pour dire que le paradigme authentique a toutes les solutions en fait. Parce que lorsque nous sommes dans le paradigme artificiel, c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes et c'est ce qui sont sans solution. Maintenant, puisque j'ai parlé de paradigme authentique, on va voir quelques principes. Évidemment, c'est large, mais on peut parler de quelques principes qui sont importants. Par exemple, il y a la notion de Ma'at. Quand on est dans le paradigme authentique, on parle de l'harmonie, l'équilibre. C'est différent de ce qu'enseigne le paradigme occidental ou bien artificiel qui parle de la notion de bien et mal. Dans le paradigme authentique, c'est-à-dire naturel, on parle du tout. En fait, on parle du tout et on parle aussi de complémentarité. C'est différent du concept de diviser, de vouloir tout diviser, classifier et tout. C'est purement la vision du paradigme non authentique qui fait cela, qui divise les choses. Aussi, dans le paradigme authentique, il y a la notion de la logique des deux cerveaux versus la logique du cerveau de gauche. Qu'est-ce que j'entends par cerveau de gauche? C'est-à-dire qu'on priorise que le rationnel, que tout ce qui est factuel, alors qu'il n'y a pas que le rationnel et le factuel. Il y a aussi l'invisible, il y a aussi l'intuition, il y a aussi connecté en fait avec des dimensions
qui ne sont pas de l'ordre de la logique. Voilà pourquoi, dans le paradigme authentique, c'est normal qu'on va accepter ce que l'expérience, en fait, que vive le cerveau, le côté gauche et le côté droit du cerveau, n'est-ce pas? Alors, dans le paradigme authentique, il y a la collaboration. Donc, on collabore avec la nature. Alors que dans l'autre logique, c'est plutôt l'idée de soumettre la nature. Donc, on voit que comme les logiques sont différentes, eh bien, les actions, en fait, seront différentes. J'ai choisi ici l'idée des médicaments que vous voyez. On a besoin donc de transformer donc la nature. Alors que dans le naturel, on ne veut pas trop altérer la nature. On utilise des racines ici sans trop les altérer. Mais ici, dans le paradigme artificiel, on veut soumettre la nature, donc on veut aussi faire en sorte que, quand on dit soumettre, c'est-à-dire on va faire en sorte que, tiens, une écorce, par exemple, qui est un produit qui serait peut-être trop amer, on va rajouter aussi d'autres éléments afin que ce soit finalement agréable au goût. Donc, on fait tout pour que ça puisse finalement nous plaire et non se dire, ben, on va peut-être essayer de voir les propriétés et puis d'apprécier en fait juste le produit à l'état brut. Mais maintenant, pourquoi j'aime dire paradigme artificiel? Ben c'est aussi ici l'idée que le médicament ici qu'on a, il contient pardon, le terme m'échappe, mais il s'agit ici dans ce que ça contient, il y a ce qui est actif, mais il y a aussi tout ce qu'on a rajouté pour que ça puisse tenir ensemble, que ça puisse tenir en fait, ensuite que ça puisse tenir longtemps et que ça puisse être agréable au goût. Donc finalement, dans un médicament, on n'a pas seulement ce qui permet de guérir, mais on a ce qui permet de guérir, mais avec d'autres constituants mis ensemble. Le terme m'échappe, malheureusement, c'est pas grave. Pour ceux qui connaissent bien, vous le savez. Donc, ce qui fait que la question actuelle se pose avec tous les résidus que ça laisse en fait dans le corps. Et donc, beaucoup de recherches en parlent, hein, ce que les médicaments, ce que ça contient, et versus aussi la question des effets secondaires. Bon, je ne vais pas trop m'attarder. C'était ici juste pour expliquer comment est-ce que les deux visions sont totalement différentes. C'est vrai qu'on soigne dans le paradigme artificiel, mais dans le paradigme authentique, on se dit qu'on va soigner, mais en collaborant avec la nature. On ne va pas trop l'altérer. On a déjà vu ça. Parlons maintenant de la pandémie, puisque j'ai dit le retour aux sources en temps de pandémie. Qu'est-ce qui est important ici à savoir? En fait, ce que je constate, hein, et ce qu'on constate, ok, ici, c'est qu'on priorise beaucoup le paradigme artificiel pour se soigner. Or, ce paradigme n'a pas une approche préventive actuellement avec la maladie actuelle, avec la pandémie actuelle qu'on vit. Elle n'a pas d'approche préventive. Elle a plutôt une approche où on veut venir avec, tiens, on découvre un nouveau virus, en fait un virus qui a avec de nouvelles variantes. On va essayer de sortir un vaccin qui va permettre d'être immunisé de cela. Mais ça veut dire qu'à chaque nouveau virus, nouvelle variante, il va falloir développer quelque chose. Donc, c'est plutôt une approche où on dépend trop. Alors, c'est pour ça que je dis qu'elle a une approche dépendante de la maladie. Alors que dans le paradigme authentique, il faut savoir qu'il y a des solutions qui ont fait des preuves depuis des millénaires. On va le voir tout à l'heure. Et il faut savoir aussi qu'on va s'en sortir mieux avec les solutions du paradigme naturel. OK? Allons voir ça. Allons voir. Il y a le règne minéral. Dans le règne minéral, les solutions existent depuis des millénaires. OK? Vous allez être surpris, ou alors ceux qui le savent déjà, mais je vous le mentionne à nouveau. Les solutions dans le règne minéral, par exemple, existent depuis longtemps. Vous voyez, le cuivre a donc on dit même pouvoir, hein, a le pouvoir de tuer donc des virus qui sont sur les surfaces. Et là, il s'appelle Kervil, je vais voir son nom tout à l'heure, Kivil, voilà, Kivil, un chercheur en microbiologie qui a donc redécouvert à nouveau
cette connaissance-là, parce que c'était connu depuis très longtemps que le cuivre a la propriété, a vraiment le pouvoir de tuer les germes, tout ce qui est germe, n'est-ce pas? Alors que sur le plastique et le métal, le SRAS-2, c'est-à-dire COVID, le SRAS-CoV-2 peut rester pendant des jours, eh bien, il ne reste pas aussi longtemps lorsque la surface est en cuivre. Vous voyez? Donc, Kivil ici, son travail, on dit que c'est une confirmation moderne, mais d'un ancien remède. Pour des centaines d'années, là, et c'est connu, hein, depuis des centaines d'années, les gens savaient que le cuivre peut tuer les virus. C'était connu, donc c'était un désinfectant naturel dans l'ancien temps. C'est un gift de la nature, donc un cadeau de la nature, comme est en train de le dire Michael Schmidt, qui est professeur en microbiologie et immunologie à l'Université de South Carolina. Alors, quelle est la première fois qu'on entend parler de l'usage du cuivre pour tuer, en fait, pour être un antibactérien? Eh bien, c'est dans le plus ancien document médical au monde, qui est le papyrus de Smith, l'ancien papyrus de Smith, qui est le document médical le plus ancien au monde. Et voilà, donc c'est dans ce papyrus qu'on découvre, on entend parler de l'usage du cuivre comme agent qui tue les germes, les microbes. Et même d'ailleurs ici, vous voyez, l'article parle ici du Ankh Kamit, c'est-à-dire égyptien, qui est représenté avec du cuivre. Après le cuivre, il y a aussi l'argent. Ce qui est intéressant avec l'argent, donc on a l'argent sous format colloïdal, c'est-à-dire format liquide, qui est utilisé aussi depuis plus de 2000 ans, comme le dit cet article ici, contre les infections bactériennes. Ici, ce qui est intéressant, c'est que même dans le paradigme artificiel, on peut utiliser l'argent puisqu'on aime utiliser des médicaments antibiotiques. On découvre que l'argent multiplie par 1000 l'efficacité des antibiotiques. Et à cela, cette information, ça peut être des antibiotiques naturels, comme les écorces, les racines qu'on prend, avec aussi de l'argent. Donc, vous voyez que des solutions existent déjà, mais dans l'ensemble, on n'est pas en train d'aller vers ces solutions naturelles-là. Un article ici dit « Le retour à l'usage de l'argent colloïdal s'opère aujourd'hui en prévention et en thérapeutique ». Aux États-Unis, il y a un hôpital qui a choisi le cuivre et l'argent pour couvrir toutes les surfaces les plus touchées. Il a été constaté une diminution importante de la charge en staphylocoque doré en conséquence des maladies nosocomiales. Une des raisons pour laquelle l'agent colloïdal est si actif aujourd'hui dans nos organismes, bon là, ils veulent expliquer que les sols ne permettent pas la production en fait massive, c'est ça? C'est la pauvreté de nos sols agricoles, en particulier l'or sol, nous prive de ces oligo-éléments qui faisaient la richesse des fruits et légumes d'autrefois. Donc voilà, on a des pistes en fait au niveau du règne minéral. Ce que je veux dire avant de passer au règne végétal, c'est que pourquoi il est important de voir aujourd'hui cette question comme vraiment de prendre une approche plus préventive, mais aussi de beaucoup plus renforcer le système. C'est plus important de renforcer le système que de vouloir à 100% juste combattre, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que nous devons notre vie de toutes les manières à un micro-organisme. Okay. La cyanobacteria, comme on l'appelle, donc la cyanobactérie.
C'est grâce à elle, des milliards et des milliards d'années, en fait, donc on parle de 3,6, oui, c'est ça, 3,6 milliards d'années, alors que la vie donc humaine n'était pas encore présente sur Terre, c'était les bactéries qui étaient présentes, c'était elles qui étaient là. Il a suffi qu'elles forment en fait l'oxygène. Donc, ce sont les cyanobactéria qui ont formé l'oxygène. Tu vois, on dit c'est la production d'oxygène par l'activité photosynthétique des cyanobactéries qui a permis l'évolution de la vie terrestre vers des formes plus évoluées. Donc, finalement, de algues, plantes, animaux. Les cyanobactéries contribuent encore actuellement par leur activité photosynthétique dans les sols, les eaux douces, les océans, à maintenir l'équilibre entre les gaz carboniques et l'oxygène. Elles jouent un rôle fondamental dans la fixation du CO2 atmosphérique, rôle de plus en plus important aujourd'hui en raison de l'accroissement de la production de ce gaz à effet de serre par les activités humaines. Donc, ici, c'est pour rappeler que si on se situe dans le paradigme authentique, on ne va pas à 100% voir les bactéries, les micro-organismes comme des ennemis. On a toujours vécu avec elles. D'ailleurs, elles nous ont permis d'avoir l'oxygène et l'oxygène qui a permis la vie humaine, n'est-ce pas? Donc, maintenant, c'est de comprendre qu'à un moment donné, ces micro-organismes aussi peuvent être une menace pour nous. Donc, raison pour laquelle nous devons toujours avoir une approche préventive. Et cette approche préventive constitue en fait pour nous de véritablement renforcer le système. Alors, s'équiper de ce qui est dans le règne minéral, comme on l'a vu, on va porter des bijoux en cuivre et tout ça, on va avoir des surfaces en cuivre. D'ailleurs, avec l'étude de Kivil, le chercheur, il a dit qu'il était étonné que lorsqu'il a présenté ça, il trouve que le système est très lent à intégrer en fait, parce qu'il y a seulement quelques hôpitaux qui ont eu l'idée de recouvrir les surfaces de cuivre, par exemple, les plus touchées. Et on voit en fait que ça a un impact positif dans tout ce qui est transmission. Mais il dit qu'il a été surpris que c'était lent. On est juste à quelques hôpitaux en fait qui ont ça, alors que ça devrait être beaucoup plus global. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc lorsqu'on se situe dans le paradigme naturel, on va comprendre que les micro-organismes, on a toujours vécu avec eux. Et maintenant, il faut beaucoup plus avoir une approche préventive qui constitue à prendre soin de nous-mêmes, en fait, donc à renforcer notre système immunitaire. Et comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai parlé de l'argent, donc l'argent permet déjà de renforcer le système immunitaire. Allons voir maintenant au niveau du règne, parce que là, j'ai parlé du règne végétal, mais allons voir au niveau du règne végétal, qu'est-ce qui existe comme solution, en fait, face à cette maladie infectieuse. Donc, déjà, il faut savoir que près de 47 plantes médicinales sont des potentielles guérisseuses de la COVID. Alors, moi, j'ai du mal lorsqu'on me dit que quelqu'un vient de découvrir, en fait, nous sommes plutôt en redécouverte, en fait. Il s'agit de voir que on a réussi à réaliser que les plantes médicinales qui guérissent la malaria ont de merveilleux résultats avec le SRAS de COVID. Donc, je vais voir, il y avait une slide, j'espère que j'ai tout. Ah, je ne la vois pas, cette slide qui mentionne, un peu dommage, où je parlais de... Alors, je ne vois pas ces slides, mais je vais en parler. Donc, il a été découvert que les plantes médicinales qui guérissent alors la malaria, permettent aussi de guérir la COVID. Et vous voyez ici, donc, on parle aussi des écorces qui sont très efficaces. Dans les cas que nous avons, il y a le Sénégal qui utilise justement les plantes et ils ont des résultats impressionnants, n'est-ce pas? Bon, là, j'ai envie de parler dans notre lab. Qu'est-ce que nous avons, puisque j'ai parlé de Kuruma Lab, mais je vais d'abord, j'ai envie de parler de cette écorce-là. Voici donc une étude ici des plantes médicinales qu'on a utilisées pour traiter la malaria au Cameroun.
Et parmi ces plantes, il y a une que nous avons à Kurumalab, c'est le Kaya senegalensis qu'on a sous le format écorce. Le Kaya senegalensis, c'est-à-dire, on l'appelle aussi ça se présente, c'est très rouge comme ça, comme on peut le voir. On a eu la confirmation d'un médecin en Casamance qu'il a utilisé pour traiter donc ceux atteints de la COVID. Et donc, au bout de 2 semaines, il a eu de très bons résultats. Donc, c'est pourquoi il y a déjà ce cas, en fait, vraiment direct où j'ai eu la confirmation. Mais aussi, actuellement, comme je suis en train de le dire, on est en train de découvrir que la majorité des plantes qui soignent, qui traitent la malaria, présentent des résultats impressionnants avec la COVID. Donc, ça vaut la peine de s'intéresser à ces plantes-là. Et surtout que depuis que j'ai eu la confirmation donc, de ce médecin en Casamance qui a eu des guérisons de personnes qui ont vraiment pu récupérer comme il faut en utilisant donc le Kaya senegalensis. Et aussi on parle beaucoup de l'artémisia également, qui sont des plantes, ce qu'elles ont en commun, c'est traiter la malaria. Et on sait qu'on en a vraiment plusieurs. Donc, près de 49 plantes médicinales. Voilà, donc dans notre lab, nous avons le Kaya senegalensis. On le présente comme un kit de traitement que j'appelle la protection complète parce que c'est important d'avoir vraiment l'approche préventive avant même de parler de lorsqu'on est malade, qu'il faut guérir. Donc, on peut déjà, ce que Kurumalab propose, c'est qu'on peut déjà parler de prévention en prenant le kit de protection. Oui, kit de protection complète. Il est sur notre site labkuruma.org. Il contient donc une écorce et une autre tige qu'on a, le bantémaré ici, l'eucalyptus, les feuilles. Attendez, je vais lire en même temps ce qui est présent sur le site. Donc, il y a les feuilles de Guéra senegalensis, les feuilles de Quinqueliba et l'écorce rouge de Kaya wood, c'est-à-dire le Kaya senegalensis ou l'acajou du Sénégal, qu'on l'appelle aussi, c'est lui qui traite. Donc, à lui tout seul, cette écorce, à elle toute seule, peut traiter, en fait, guérir vraiment ceux atteints de la COVID. En fait, je répète, hein, c'est basé sur la confirmation donc d'un médecin en Casamance. Ce n'est pas juste Omanda qui le dit, mais suite à la confirmation donc de ce médecin en Casamance, parce qu'il a eu des cas, et on peut donc avec certitude affirmer que le Kaya wood à lui tout seul aide à traiter donc de la COVID. Mais en termes de prévention, ce serait intéressant de se procurer le kit. Voilà, le kit de protection complète parce que c'est un kit antivirus et il protège aussi d'une centaine de maladies. Alors, donc, je parlais de ce qu'il y a dedans et les feuilles de Quinqueliba, l'écorce rouge. D'ailleurs, même le Quinqueliba aussi, avec les racines aussi, sont intéressantes pour les cas de malaria. Les tiges de Mbantebare, les voilà, c'est-à-dire le Cassia occidentalis, est aussi utilisé dans le palu, dans le traitement du palu. Donc, c'est une excellente combinaison qu'on a ici à Kurumalab. Alors, s'il y a vraiment un produit que je vais dire go, que je recommande énormément en ce moment face à la pandémie aux personnes de se procurer, c'est celui-là. Et il vient vraiment comme ça dans un panier. C'est une belle collaboration que Kurumalab fait avec Rafetna. Rafetna, donc, qui est une structure qui fait ses paniers, en fait, qui propose ses vanneries. Donc, le fait déjà aussi de vous procurer des kits comme ça chez Kurumalab, ça vous permet aussi de supporter Rafetna, qui est une entreprise donc locale qui fait sa vannerie qui vient du Sénégal. Et Kurumalab, dans le souci aussi de présenter le moins possible, d'utiliser en fait le moins possible des emballages artificiels, on y va avec des paniers comme ça qui permet aussi de promouvoir le recyclage. Donc, voilà, j'ai mentionné ça. Tous ceux qui
tout ce qui combat la malaria a un énorme potentiel aussi de combattre et de guérir en fait la COVID. En conclusion, ce que j'ai envie de dire, c'est donc que face à la pandémie, si nous optons beaucoup plus pour des solutions du paradigme naturel, ça va aller de mieux en mieux. L'approche des vaccins, comme on l'a vu et comme on le sait, ça va nécessiter qu'à chaque fois qu'on découvre une nouvelle forme, on va être encore parti pour sortir des vaccins. Et ce qu'on est en train d'observer, est-ce que la vaccination aussi protège à 100%? Bon, je sais pas, vous avez la réponse. Donc, je vous remercie infiniment. Si vous avez des questions, Lab Kuruma, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, donc Lab Kuruma, Kuruma Lab, le nom de la page. Nous sommes sur YouTube. La chaîne, c'est Lab Kuruma ou Kuruma Lab. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire labkuruma@gmail.com. Et pour vous procurer les produits ou alors réserver les services, allez à labkuruma.org. Alors, on revient en mode caméra, dire au revoir. Ça a été vraiment un plaisir d'avoir fait ce partage avec vous. Portez-vous bien.